Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous voyez ma tête, ce qui est une chose rare, c'est que j'ai à parler. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir nos vidéos. Et en cela, encore une fois, merci. Mais abonnez-vous, il faut que vous vous abonniez pour que l'algorithme YouTube nous mette un peu plus en avant. Et ça nous ferait extrêmement plaisir. Donc, deuxième point, nous allons parler de la vidéo qui est sur la guerre en Ukraine. Donc vous inquiétez pas, vous allez plus voir ma tête après, vous allez voir les cartes interactives, etc. du conflit. Donc cette vidéo a été faite au fur et à mesure de l'évolution du conflit. Et depuis, s'est écoulé un certain temps, vu que je fais les vidéos sur mon temps libre, avec le boulot, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, elle s'est arrêtée au 25 mars. Oui, il y a un petit mois de décalage maintenant avec ce qui s'est passé. Donc, toute la première partie va concerner le début du conflit jusqu'au 25 mars, avec les cartes détaillées, etc. Je tiens donc à préciser que les sources sont à la fois officielles ukrainiennes et russes, même si elles sont peu dissertes là-dessus. Il faudra aussi prendre en compte ce qu'on appelle le brouillard de guerre qui va être dissipé bien après le conflit par les historiens pour savoir ce qui s'est réellement passé jour après jour dans ce conflit. Enfin, dernier point et très important avant de commencer la vidéo, à la fin, il y a une conclusion où nous allons parler de l'analyse avec l'armée russe qui est issue du conflit mondial. Donc si vous voulez directement aller à la partie analyse, allez-y, je vous ai mis la typecode en bas et à partir de quel minutage ça concerne. Tout ce qui est avant, ce sera le conflit pratiquement au jour par jour avec les cartes interactives et les images. Sur ce, commençons la vidéo. Nous sommes le 23 février 2022. Les dirigeants des oblasts ukrainiens sécessionnistes de Louhansk et du Donetsk demandent officiellement au président russe Vladimir Poutine de déployer les forces armées de la Fédération de Russie sur leur territoire pour les protéger de l'armée ukrainienne. Il lui demandait également de les aider afin de s'emparer du reste des oblasts, afin de prendre possession des deux régions dans leurs frontières administratives. De ce côté, le Parlement russe avait donné les pleins pouvoirs au président pour décider de l'opportunité d'une intervention militaire en Ukraine à partir du 22 février. Toujours le 23 février, les dernières troupes russes se déployaient à la frontière ukrainienne près de Gomel en Biélorussie et à Bielgorod en Russie. Et ce, après plusieurs mois de concentration de forces terrestres, aériennes et navales au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, sous couvert de manœuvres militaires. Toutes les conditions étaient réunies pour une intervention armée russe en Ukraine. Le 24 février, vers 4 h du matin, les forces aériennes russes ouvraient le conflit russo-ukrainien par une série de raids destinés à paralyser l'aviation et la défense aérienne ukrainienne. Des dépôts de ravitaillement et des aérodromes à travers tout le pays étaient également visés. Plus d'une centaine de missiles balistiques à courte et moyenne portée, dont des missiles de croisière et des missiles lancés par des navires, touchaient ces différentes cibles. 75 bombardiers participaient également à l'attaque. Mais le résultat de ces frappes initiales a été très mitigé. Des appareils ukrainiens ont pu décoller et la défense antiaérienne a abattu 14 aéronefs russes dès le premier jour du conflit. C'est une surprise pour les analystes occidentaux qui s'attendaient à une campagne de suppression des défenses et du commandement ukrainien. Sous-estimation russe? Besoin de garder une partie des forces aériennes en réserve en cas de réplique de l'OTAN? Quelques heures plus tard, nous apprenions qu'un assaut des troupes aéroportées russes était en cours sur l'aéroport d'Ostomel à 20 km au nord-ouest de la capitale ukrainienne, probablement mené par la 31e brigade d'assaut aéroportée de la garde. Les forces ukrainiennes, dont des brigades d'intervention, essayaient alors de reprendre l'aéroport sans succès jusqu'ici. Les forces russes tentaient également de prendre l'aéroport de Borispil au sud-est de Kiev, mais n'y parvenaient pas. À ce jour, la situation de l'aéroport d'Ostomel reste indécise. Il aurait été tenu par les para-russes jusqu'à l'arrivée des premiers blindés de la 36e armée, mais aurait été repris le 24 mars d'après les Ukrainiens. Les forces terrestres russes franchissaient dans le même temps les frontières ukrainiennes, selon 4 axes comprenant les combinaisons suivantes. Depuis la Biélorussie vers Kiev, avec la 35e, 36e, 41e armée et 2e armée de la garde. Depuis la Russie vers Kharkiv, axe nord-est avec la 1re armée blindée de la garde et la 6e armée. Depuis la Russie vers le Donbass, axe est, avec la 20e armée et la 8e armée. Et depuis la Crimée vers Kherson, avec les 49e et 58e armées. Depuis le nord, les forces russes tentaient vraisemblablement de couper la capitale ukrainienne Kiev par l'ouest et l'est. Ce premier jour de conflit, c'est le long de la rive ouest que les Russes avançaient le mieux, sécurisant rapidement la zone de Tchernobyl. Au nord-est, les Russes tentent d'enlever Kharkiv par un assaut frontal, sans succès, tandis qu'à Soumy, ils sont arrêtés par une contre-attaque ukrainienne. À l'est, la 20e armée tente de contourner les défenses ukrainiennes, faisant face au front de Louhansk. La 8e armée tente quant à elle de pousser au sud de Donetsk, afin de faire la conjonction avec la 58e armée.
Au sud, tandis que cette dernière armée remonte le long de la côte de la mer d'Azov, direction est, tout en essayant d'enlever Zaporozhye, au nord, la 49e armée se dirige à marche forcée vers Kherson, afin d'établir une tête de pont sur la rive ouest du Dniepr, sécurisant ainsi le flanc ouest de l'attaque méridionale. Ce premier jour, c'est le flanc sud du dispositif russe qui avance le plus, atteignant une profondeur de 100 km. Les Russes prennent Kherson rapidement, sécurisant le canal de la Crimée. Vers l'est, Melitopol est en ligne de mire, tandis que vers l'ouest, c'est Odessa et son port. Sur les axes nord et nord-est, les forces ukrainiennes prélèvent un lourd tribut aux Russes, par des actions de retardement et des embuscades. Dans les jours qui suivent cette attaque, les forces russes continuent leur avancée, mais de façon décousue et parfois en faisant face à de forts points de résistance. Ne pouvant entrer dans certaines villes, à dessein ou dans la capacité de le faire, les Russes les contournent pour progresser sur les axes principaux. Le 25 février, les troupes russes sont signalées dans les faubourgs de Kiev. Elles sont pourchassées et annihilées par les forces ukrainiennes territoriales. Tcherniv, au sud de la rive du Dniepr, est contournée, tout comme Kharkiv, plus à l'est, car les défenses ukrainiennes y sont trop importantes. À l'est, les forces russes et séparatistes semblent n'avoir pour rôle que de fixer un maximum de troupes ukrainiennes sur cette ligne de front. De plus, les défenses locales, bien aménagées depuis 8 ans, ne sont pas faciles à pénétrer. Sur le front sud, les deux armées russes avancent sans trop de difficultés, menaçant Melitopol. Globalement, les forces russes continuent à avancer partout, malgré quelques résistances. Dans le ciel, la supériorité aérienne russe, du moins sur les principaux axes d'attaque, est très peu contestée, malgré des pertes non négligeables. Le 26 février, les combats continuent dans les faubourgs nord-ouest de la capitale ukrainienne. Les troupes russes et les forces spéciales russes tentent de prendre pied dans la ville, en attendant les forces blindées mécanisées de la 29e armée combinée, sans succès. Mal coordonnées, peut-être essentiellement constituées de conscrits, les forces russes au nord de Kiev semblent avoir de grandes difficultés à venir à bout des défenses ukrainiennes. Des vidéos montrent ainsi des colonnes blindées russes empruntant systématiquement le réseau routier, formant des bouchons et étant victimes de tirs d'artillerie ukrainienne précis car guidés par drone. À l'est, le front reste statique, mais au sud, les Russes changent les directions principales de leurs attaques. Odessa est laissée de côté, tandis que Kherson reste disputée. L'avance est donc maintenant dirigée vers Mykolaïv, mais surtout vers Zaporizhzhia et Mariupol. Cette dernière est un point stratégique. Les forces venant du sud et de l'est doivent prendre la ville pour boucler la mer d'Azov et constituer une continuité territoriale entre la Crimée et Rostov. Il s'agit certainement d'un des objectifs opérationnels importants des Russes, ce qui explique l'acharnement avec lequel les troupes ukrainiennes défendent ce point. Par ailleurs, la prise de la ville pourra permettre de libérer d'importantes forces qui seront alors redirigées vers de nombreux axes, par exemple Odessa. Enfin, la jonction entre la 58e et la 8e armée combinée permettrait de tourner les défenses ukrainiennes face aux régions séparatistes, obligeant celles-ci à reculer en rase campagne et à subir de lourdes pertes. Le jour suivant, les troupes russes effectuent une pause opérationnelle afin de se réorganiser. En effet, les pertes ont été sensibles et la résistance ukrainienne surprenante pour les dirigeants de l'armée russe. Les services de renseignement du Kremlin ont apparemment failli et ont fait croire que l'armée ukrainienne serait plus fragile qu'imaginé, ou que la partie russophone de la population ukrainienne se soulèverait contre le gouvernement de Kiev. Il n'en est rien. De lourds problèmes logistiques et une baisse supposée du moral des troupes expliquent également une partie de cette pause, surtout au nord du front. Mais globalement, les Russes sont toujours en position de force. Afin de débloquer la situation à Kharkiv ou à Tchernobyl, les Russes assemblent de puissantes forces d'artillerie et effectuent les bombardements de grande ampleur sur les villes, afin de modeler la défense ukrainienne, avec des guillemets. La pause opérationnelle est rompue et l'offensive reprend le 2 mars. Mariupol est isolé, même si imparfaitement. Au nord, de puissantes forces sont rassemblées pour effectuer une nouvelle poussée à l'ouest de Kiev et ainsi couper la capitale d'éventuels renforts en armes et en matériel provenant des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Globalement, les forces russes semblent pouvoir manœuvrer en dehors de grandes villes limitées seulement par des difficultés logistiques. Le 3 mars, cependant, la force du Sud semble marquer le pas. Le 4 mars, des combats sont en cours près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Au nord, la poussée russe à l'ouest de Kiev continue, tandis qu'à l'est, le front avance peu. Kharkiv est petit à petit isolé par le sud, mais la résistance ukrainienne à l'intérieur de la ville empêche toute pénétration russe. Durant les 10 jours qui suivent, le front évolue peu, les Russes étant préoccupés par la résorption des sièges des différentes villes, ce qui mobilise une importante partie des forces. Au 14 mars, sur la rive ouest du Dniepr, les Russes ont prolongé l'investissement de la capitale vers le sud, mais sans pouvoir mordre réellement dans les défenses de la ville. La progression ici est lente. Sur la rive est, les forces ukrainiennes sont en difficulté. Elles sont isolées à Tcherniv, Nijin.
et leurs communications jusqu'à Kiev sont précaires. Cependant, ils ont réussi à empêcher les forces russes de s'emparer de Borispil, qui verrouille l'accès sud-est de la capitale. Soumy résiste toujours, menaçant leur ravitaillement pour une poussée décisive des Russes. Plus à l'est, Kharkiv n'est toujours pas encerclée, mais est tournée et soumise à un fort bombardement. À l'est, les forces russes et séparatistes continuent de progresser lentement, mais systématiquement. Mariupol reste un objectif prioritaire des forces russes, qui y massent d'importantes forces et procèdent à des bombardements de plus en plus intenses. Sur le cours du Dniepr, inférieur, depuis Kherson, les Russes continuent de pousser vers Kryvyi-Rih, mais ils sont bloqués. Zaporijjia est contourné, car offrant une trop grande résistance. À ce stade du conflit, de façon générale, si les Russes disposent toujours de la supériorité aérienne, ils n'en sont pas toujours à la suprématie. L'aviation ukrainienne peut encore effectuer quelques sorties, et surtout, les drones TB2 continuent à perturber les offensives russes en frappant les chaînes logistiques. De leur côté, les Russes hésitent à impliquer davantage leur aviation, la défense aérienne à longue et moyenne portée étant toujours relativement active, et surtout, la défense à courte portée ukrainienne sature l'espace aérien à sa distance de combat. En effet, les forces russes semblent ne plus disposer de munitions de précision et sont obligées de recourir à des munitions non guidées, ce qui les contraint à voler à basse altitude, rendant les chasseurs bombardiers vulnérables aux systèmes portatifs de défense aérien. Par ailleurs, les pertes russes commencent à être sensibles, raison pour laquelle peut-être Vladimir Poutine a fait appel à des troupes particulières, comme les Tchétchènes et des volontaires syriens. Le 14 mars, ce sont les forces ukrainiennes façon Donbass qui sont en difficulté. Le saillant de Sieverodonetsk, au nord-ouest de Louhansk, est en cours de réduction, tandis que plus au sud, la ligne de défense entre Zaporijjia et Donetsk est percée. Ces deux poussées russes menacent donc d'enfermer les forces ukrainiennes du Donbass dans une nasse qui isolerait près d'un gros quart des forces ukrainiennes. Au sud-est, les combats continuent dans Mariupol, soumis à de rudes bombardements d'artillerie et l'aviation russe. À l'intérieur, plusieurs brigades ukrainiennes sont emprisonnées, soit 12 000 hommes, dont la fameuse brigade Azov. Le 14 mars, une contre-attaque ukrainienne partant de Mykolaiv tente de menacer Kherson, dont l'aéroport vient d'être frappé par l'aviation ukrainienne. Ce faisant, la 49e armée combinée russe est obligée de divertir une partie de ses forces allouées à une poussée vers Kryvyi-Rih. Les 19 et 20 mars, les combats continuent dans Mariupol. La ville est coupée en deux et les forces ukrainiennes commencent à lâcher prise, avec une défense qui perd en cohésion. Petit à petit, les combats se morcellent et à part quelques centres de résistance, la garnison ukrainienne semble en passe d'être submergée. La contre-attaque ukrainienne vers Kherson n'a pas abouti et de lourdes pertes commencent à se faire sentir dans les rangs des Ukrainiens. Le saillant de Severodonetsk est sur le point d'être tronçonné et résorbé. Plus au nord, à Izium, les combats font rage et semblent tourner à l'avantage des Russes qui ont réussi à franchir le Donetsk. Les Ukrainiens tentent bien une contre-attaque locale qui semble voir le succès de prime abord. À Kharkiv, le bombardement de la ville continue, mais les troupes russes n'avancent plus de façon significative, comme à Kiev. Certes, les voies de communication est-ouest de la capitale semblent coupées, mais pas de façon hermétique. Les forces russes, avec ces deux secteurs, adoptent maintenant une posture défensive, avec embossement et tranchées. Une contre-attaque ukrainienne vers Gostomel est notifiée cependant. En effet, il se pourrait que ce front nord ne soit là que pour fixer les troupes et l'attention ukrainienne, rien de plus. La prise de Kiev étant un objectif d'opportunité. Cela pourrait d'ailleurs confirmer que l'objectif opérationnel de Vladimir Poutine, toujours non explicité, serait la prise de contrôle des territoires ukrainiens à l'est du Dniepr. En ligne de mire, un corridor terrestre entre la Crimée et Rostov, la prise de contrôle des territoires administratifs de Louhansk et de Donetsk, terre riche d'ailleurs en matières premières, et des gages territoriaux pour protéger ces deux zones. Entre le 21 et le 24 mars, au moment où je fais cette vidéo, aucune offensive majeure russe n'est intervenue sur Kiev. Tcherniv, Soumy et Kharkiv sont soumis à d'intenses bombardements à longue distance, ou autour de Kherson. Mariupol est grignoté petit à petit, mais la garnison semble toujours tenir. Au nord-ouest de Kiev, des forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque, apparemment victorieuse, du moins localement, avec quelques localités libérées. À ce stade, il est clair que les forces russes continuent à partir de problèmes logistiques sérieux, et que leurs renforts ont du mal à parvenir aux premières lignes. Des analyses considèrent qu'aucun commandement de théâtre d'opération n'aurait été nommé, ce qui explique que les différentes armées se disputent les ravitaillements disponibles. C'est pourquoi au nord et au nord-ouest, les troupes russes commencent à se mettre sur la défensive, avec creusement de tranchées et posage de mines. Les opérations continuent à Mariupol, dans le Donbass et le moyen Donetsk. Cependant, il n'y aura donc pas de nouvelle offensive d'ampleur dans les semaines, peut-être les mois à venir, selon les spécialistes. En conclusion, que pouvons-nous dire? Les experts militaires semblent pour la plupart d'accord pour dire que les Russes sont en train de s'embourber en Ukraine.
que leurs pertes sont terribles et que leur armée n'est pas aussi forte que suggéré, que la Blitzkrieg, avec des guillemets, tentée par les Russes, a échoué, et que les Ukrainiens vont lancer des contre-attaques pour reprendre l'initiative. Il semble en effet que si l'armée russe marque le pas et a subi des pertes, ces dernières ne sont pas disproportionnées pour un conflit de haute intensité en Europe orientale. Très certainement, les Russes pensaient que l'armée ukrainienne ne serait pas si résistante et que l'avance serait plus aisée. Alors certes, les Russes ont été présomptueux en pensant qu'ils pouvaient se contenter d'une armée d'invasion équivalente en effectif à l'armée attaquée. Il s'agit donc là d'un problème de planification initiale et non de capacité intrinsèque. Par ailleurs, même face à de lourdes pertes, les Russes ont atteint une grande partie de ce qui pourrait constituer certains de leurs buts opérationnels, et j'ai bien dit certains. Or, c'est là que les notions historiques interviennent pour prendre du recul. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge a démontré qu'elle savait encaisser les échecs tactiques, pourvu que les buts opérationnels fussent atteints. Par ailleurs, en 1939, la Wehrmacht, largement supérieure en effectifs et en matériel à l'armée polonaise, aura mis tout de même plus d'1 mois pour s'avérer victorieuse, et avec l'aide de l'armée rouge, dans un pays presque 2 fois moins grand que l'Ukraine. Il ne nous paraît pas donc surprenant que les forces russes aient autant de mal à attaquer l'Ukraine. De la même façon, la coalition emmenée par les États-Unis en 2003 pour conquérir l'Irak aura mis 1 mois et 2 semaines pour arriver à ses fins, alors que le différentiel technologique et matériel était écrasant. Et il ne faut pas en effet oublier que le temps des opérations militaires n'est pas celui du temps des médias. Quelques enseignements du conflit. Il apparaît que l'attaquant a de plus en plus de difficultés à avancer sans subir de terribles pertes. En effet, chaque soldat est maintenant une forteresse, anti-char ou anti-aérienne, grâce aux lance-missiles et lance-roquettes portables. Une simple troupe d'infanterie légère peut ainsi tenir tête à une colonne blindée, lui infligeant de lourdes pertes matérielles. Ensuite, la supériorité technologique. Suivant l'idée précédente, il apparaît qu'une armée avancée technologiquement ne peut se passer d'une masse critique d'effectifs, afin de tenir le terrain par exemple. La réforme entreprise dans l'armée russe depuis 2008, visant à professionnaliser mais surtout à moderniser l'armement russe afin de l'élever au standard des forces conventionnelles occidentales. Cela devait permettre de réduire drastiquement les effectifs pléthoriques d'actifs de l'armée, hérités du temps de la guerre froide. Or, il apparaît justement que le manque d'effectifs russes crève l'avance en Ukraine. Cette confrontation entre la technologie et l'effectif a pourtant été théorisée avant la Seconde Guerre mondiale par le maréchal soviétique Mikhail Tucholsky. Pour lui, une armée, aussi moderne soit-elle, ne pourra jamais contrebalancer une armée nombreuse. Une armée réduite mais technologiquement avancée ne pourra pas compenser une armée moins moderne mais plus nombreuse. Les Allemands en ont fait l'amère expérience sur le front russe entre 1941 et 1945. C'est ici le paradigme de l'affrontement russo-ukrainien. Une armée russe bien plus moderne mais à l'effectif comparable, une armée ukrainienne moins lourdement armée mais à l'infanterie légère plus fluide. Certes, l'armée ukrainienne ne peut effectuer de contre-attaque ou de manœuvres au niveau opérationnel, car la puissance de feu russe écraserait toute velléité de ce type. Par contre, les capacités des Ukrainiens en défense sont disproportionnées par rapport à la masse de matériel offensif détenue par l'armée russe. Au final, si le plan russe a subi des aménagements et a été en partie contré par une défense ukrainienne plus déterminée et pugnace qu'anticipée, il ne faut cependant pas lire les actions russes au prisme des doctrines occidentales, proposées depuis quelques décennies et utilisées lors des opérations de grande ampleur. Ainsi, les analystes militaires occidentaux ont fait de considérer que les Russes avaient échoué dans leur action préliminaire en n'utilisant pas avec force et détermination leur puissance aérienne pendant plusieurs jours pour détruire le potentiel ukrainien avant d'envisager une action terrestre. Il faut alors se rappeler que les Russes ont une pensée militaire et une doctrine qui leur est propre et qu'ils n'ont pas mis en place un plan en ce sens identique à ce qu'aurait pu proposer un commandant occidental. Il est donc impossible à cette heure, selon nous, de dire que la Russie n'a pas ou n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs à court ou moyen terme. Mais seul l'avenir nous le dira. Car les doctrines et les formats des armées d'aujourd'hui ne sont que la résultante des doctrines et des formats des armées de la guerre froide, elles-mêmes découlant souvent de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est quand même un sujet qui est d'actualité et qui évolue sans arrêt. Donc je vous dis à ciao, bonsoir.